politicien influent, je ne sais pas, mais politicien, ça c'est sûr. Membre du Parlement, mais surtout aujourd'hui au titre de coprésident de l'association Green Care. Je suis très heureux d'ouvrir cette deuxième journée des rencontres européennes avec vous. Je vais essayer, moi je ne suis pas agriculteur, Jean-Marc l'a dit, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour vous dresser en quelques minutes l'état du débat sur l'agriculture sociale thérapeutique, le Green Care en Suisse, et essayer de mettre en lumière les défis. J'étais pas là hier, mais apparemment vous avez parlé du modèle irlandais. On connaît le développement phénoménal du Green Care en Hollande aussi. En Suisse, on est un peu en retard, mais il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'énergie. Donc on espère peut-être dans 10 ans pouvoir faire aussi partie de ces États qui ont eu une vision pour l'avenir de l'agriculture. Et aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, ces réflexions sur ce moment charnière peut-être pour l'agriculture sociale en Suisse. Évidemment, je parle d'où je suis, c'est-à-dire avec cette casquette de coprésident, mais aussi comme membre du Parlement suisse, où on voit très bien le type d'obstacles, le type de difficultés qu'on va avoir à affronter. Et on espère avoir suffisamment d'énergie pour affronter ces défis ces prochaines années avec toute la conviction que la cause requiert. Je commence par vous montrer quelques illustrations de ce qu'on aime bien appeler dans les discussions du Café du Commerce ce fameux fossé ville-campagne. Il y a quelques jours, c'est l'image de droite ici, est sortie une étude qui a été réalisée par l'Agroscope et l'ETH en Suisse allemande sur le fossé ville-campagne. Et la conclusion principale, c'est qu'il n'y a pas de fossé ville-campagne, en particulier parce que tout le monde, au fond, veut la même chose de la part de l'agriculture. Alors, jusque-là, on se dit, bon, bah, tant mieux, c'est déjà une forme de réconciliation, en quelque sorte, entre ces deux mondes. Le problème, c'est que la conclusion principale de l'étude, c'est de dire qu'au fond, tout le monde veut que l'agriculture produise beaucoup, et je caricature un peu, mais gagne beaucoup d'argent, et que, au fond, ça suffise à l'approvisionnement du pays. Très bien, mais sauf que c'est peut-être un tout petit peu court comme vision. Et peut-être qu'on peut aller au-delà et essayer d'avoir d'autres ambitions pour l'agriculture, d'autant que, malheureusement, je ne suis pas si sûr que le fossé ville-campagne soit totalement à mettre de côté, comme le dit cette étude. Il suffit de regarder les cartes des votations. Vous avez ici la carte des résultats de la votation sur l'initiative contre les pesticides de synthèse, une initiative qui a, je pense, malheureusement fait beaucoup de dégâts dans la réconciliation des territoires ville-campagne avec disons, des mots très durs qui ont été échangés de part et d'autre. Ou alors ici, à l'occasion d'un autre débat qui s'était enflammé il y a quelques années, en 2021, où les villes suisses, l'association des villes suisses, l'Union des villes suisses, elle s'appelle, avait estimé que c'était nécessaire de communiquer sur le fossé ville-campagne en réponse à un président de parti suisse qui avait fustigé les villes, et les villes avaient répondu, réponse du berger à la bergère. Bref, le débat n'est pas clos. Ce fossé, on est quand même obligé de constater qu'il existe, en tout cas d'une certaine manière. C'est une réalité sociologique. La population qui compose les villes n'est pas la même que la population qui compose les campagnes. C'est une réalité électorale ou politique que nous, dans un organe comme un Parlement, on vit de façon très, très forte. Le débat public, forcément aussi, est orienté différemment. Le débat public prend des couleurs différentes selon qu'on est en ville ou dans un espace rural ou dans un espace urbain. Et puis, le paysage politique, l'organisation politique, malheureusement, va plutôt avoir tendance à renforcer ça. Et c'est à peine une caricature, mais en Suisse, on peut quasiment tirer une règle qui dirait que les départements de l'agriculture sont aux mains de la droite, et puis les départements du social sont aux mains de la gauche. Il y a quelques exceptions, mais bon sang, c'est quand même triste. C'est quand même triste de se dire que, au fond, les affaires sociales, c'est à la gauche de s'en occuper, et puis les affaires agricoles, c'est à la droite de s'en occuper. Si c'est ça le dialogue,
qu'on veut établir dans l'agriculture et dans la cohésion nationale, eh bien, on rate un peu la cible. Alors on se rassure, ça c'est pour les non-suisses d'entre vous, on se rassure en se disant qu'il y a de toute façon d'autres fossés. Il n'y a pas que le fossé ville-campagne, il y a le fameux Röstigraben que les Suisses connaissent bien, traduction dans le texte, le fossé de pommes de terre râpées, n'est-ce pas, qui désigne cette réalité sociologique voulant que la Suisse alémanique et la Suisse romande ont parfois des conceptions différentes de la vie en société, du rôle de l'État, de tout simplement des questions politiques. Je l'illustre ici avec une carte électorale, de nouveau un résultat d'une votation, en l'occurrence en 2018, sur une initiative qui portait sur des thématiques éminemment importantes pour l'agriculture, à savoir une initiative dite pour des aliments équitables qui visait à augmenter les standards sociaux et environnementaux à l'importation des biens agricoles, donc en gros éviter qu'on ait des produits agricoles qui viennent sur nos étals à des conditions inacceptables et qui mettent nos agriculteurs et nos agricultrices ici en Suisse sous pression. Donc il n'y a pas que le fossé ville-campagne et surtout, on doit maintenant réfléchir à combler ce fossé ville-campagne, ou en tout cas à travailler différemment pour ne pas l'exacerber, pour ne pas le vivre dans le quotidien sociologique, électoral, politique. Aspirer à travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Je me suis amusé ici, alors vous l'aurez... malheureusement, ça a sauté, la dernière ligne a été coupée. Je me suis amusé ici, je suis navré... Ah non, c'est la slide prochaine, pardon. Donc ça n'a pas sauté. Je me suis amusé ici à vous projeter l'article 104A de la Constitution fédérale pour vous montrer qu'il y a eu 78%, 78% pour les Français, de la population votante suisse qui a accepté d'inscrire dans la Constitution cet article sur la sécurité ou la souveraineté alimentaire. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien parce que ça représente au fond un assez bel idéal de ce que la population suisse souhaite donner comme avenir à son agriculture. Alors vous voyez, c'est très général encore, mais là on a peut-être le ferment d'une forme de vision commune, d'intérêt commun. Voilà comment on pourrait faire avancer l'agriculture. Tout ceci reste très général, évidemment, on va aller du général au particulier pour aborder la question du green care. Et donc, je me suis amusé à me dire, bon, ben, si on voulait compléter, au fond, la loi fédérale sur l'agriculture, si on voulait rajouter un angle d'attaque qui est aujourd'hui un angle mort, alors on pourrait faire l'exercice amusant d'ajouter une lettre F, ça c'est l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture. Vous voyez, on a une transposition qui n'est pas tout à fait... correspondante à ce qu'on avait dans la Constitution, puisque l'article dont je vous ai projeté, que je vous ai projeté il y a un instant, il est postérieur à cet article de la loi sur l'agriculture. Mais donc ici, disais-je, on pourrait rajouter une petite lettre. Donc, en plus de la sécurité de l'approvisionnement, de la conservation des ressources naturelles, l'entretien du paysage rural, une tâche que l'inconscient collectif suisse a toujours tendance à confier à l'agriculture, l'occupation décentralisée du territoire, le bien-être des animaux, quelque chose qui est arrivé aussi plus tardivement dans la législation, eh bien rajoutons, voilà, ça pourrait être l'ambition de notre cause, rajoutons, je l'ai formulé comme ça, peut-être que Jean-Marc et d'autres auraient d'autres propositions à faire, mais l'inclusion sociale et la cohésion entre territoires urbains et ruraux. Et pour arriver à atteindre cet objectif, eh bien, faisons du green care. Alors, j'ouvre quelques perspectives parce que c'est le but maintenant de la journée, c'est de discuter de tout ceci à la suite de ce que vous avez entendu hier, en faisant une liste au Père Noël. Alors, je sais que c'est plus de saison, mais vous comprendrez l'allusion. C'est toujours intéressant de voir dans d'autres pays ce qui a fonctionné comme déclencheur. Pourquoi, à un moment donné, ça a démarré? Et puis forcément, quand on est impliqué dans un organe politique et qu'on a une bribe de pouvoir, alors si on avait le pouvoir, comme certains présidents ces jours-ci, de décider de l'avenir du monde par décret, évidemment, tout serait plus facile, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Donc on est obligé de se poser la question de savoir où on peut agir, quels sont les leviers, quels sont les points de blocage, quels sont les obstacles, au fond, à l'évolution, au développement, à l'explosion, j'ai envie de dire, pour être optimiste du green care en Suisse.
Et c'est pour ça que je viens avec cette liste au Père Noël qui pourrait être une liste de quelques idées à réaliser, à mettre en œuvre, ou quelques obstacles sur lesquels on doit travailler, pour que dans 10 ans, on puisse se retrouver dans une situation où si on se voit ici à Grangeneuve ou ailleurs pour parler de Green Care en Suisse, eh bien, on aura constaté un immense développement de tout ceci. D'abord, et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, on doit acquérir une forme de légitimité et de reconnaissance. Ça manque cruellement aujourd'hui. Je vous ai cité il y a un instant l'article 1 de la loi sur l'agriculture. On pourrait citer d'autres lois qui s'appliquent à l'agriculture, la loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur le droit foncier rural. Aucune de ces lois ne fait mention de cet objectif, de cette vision pour l'agriculture. C'est quand même pas rien. Vous avez vu, on parle du bien-être des animaux, on parle de l'approvisionnement du pays, on parle de choses qui sont certes importantes, mais franchement, si on se pose la question, en regardant ces différents buts de la loi sur l'agriculture, on peut se dire, mais il y a quand même une grande oubliée, c'est l'agriculture sociale et thérapeutique. Et c'est grâce à ce type d'ajout qui résulte au fond d'un processus politique, d'une évolution sociale, c'est grâce à ce type d'ajout qu'on aura ensuite une reconnaissance, une légitimité officielle, une espèce de caution, une espèce de stempel qui dira oui, ce que vous faites est reconnu comme légitime. Et aujourd'hui, on navigue encore dans un espace où ce n'est pas toujours le cas, où on doit se battre contre des préjugés. Je pense, je ne sais pas si vous en avez parlé hier, mais je pense qu'il y a aussi ce traumatisme en Suisse lié à ces enfances volées, donc ces fameux placements forcés exécutés dans des conditions catastrophiques. Les Suisses d'entre vous connaissent cette thématique. Donc il y a un certain nombre de traumatismes, il y a un certain nombre de blocages, et la légitimité que pourrait donner une législation plus ambitieuse serait salutaire. Deuxième point, deuxième cadeau que je demande au Père Noël, et la présentation de Delphine Picot dans un instant permettra de poursuivre sur ces réflexions, mais c'est de s'attaquer à l'épineuse question de l'aménagement du territoire. Je dis épineuse parce que quand on s'intéresse à ces questions de droit de l'aménagement du territoire, on sait à quel point c'est un os que beaucoup aiment ronger depuis des années. Il y a beaucoup de revendications sur la législation hors zone à bâtir pour plein de raisons. Évidemment, le cœur du débat, c'est qu'en Suisse, le territoire est divisé en deux grandes zones, si on veut bien, les zones à bâtir et les zones non à bâtir, ou les zones non constructibles. Et à partir du moment où on divise le territoire en deux zones, forcément, le prix du foncier est complètement différent. Une zone à bâtir vaudra 1000 francs le mètre carré et une zone non à bâtir 5 ou 10 francs le mètre carré. Donc à partir du moment où on crée une distorsion de concurrence, il est juste que l'on ne puisse pas faire la même chose en zone agricole qu'en zone à bâtir. Ce constat, il est correct. Mais évidemment, vu que les restrictions qu'on pose sur la zone non à bâtir sont très importantes et sont parfois très dures, très sévères, eh bien, ça entrave, ça rend plus difficile le développement de toute une série d'activités en zone agricole, dont les activités dont on parle aujourd'hui. On y reviendra en partie ou peut-être dans le cadre d'une discussion. Il y a évidemment la question du logement. En principe, la règle, c'est qu'on ne peut construire un logement en zone agricole que pour l'agriculteur et sa famille, pas pour accueillir du monde. Donc c'est compliqué d'élargir les locaux pour accueillir plus de monde. En principe, on ne peut faire en zone agricole que des activités agricoles ou des activités dites accessoires à l'activité agricole, mais à des conditions très restrictives. Alors, il y a eu, dans l'histoire récente de la législation, il y a eu quelques avancées ou quelques percées, par exemple pour le tourisme à la ferme, pour l'agritourisme, pour la détention de chevaux en zone agricole. Donc il y a eu quelques avancées, mais souvent limitées. C'est pour ça qu'on peut parler de percées dans ces législations, enfin cette législation, en l'occurrence la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Et là, clairement, il y a un enjeu pour faire sauter quelques verrous qui nous occupent et qui, malheureusement, contraignent le développement du Green Care.
Les systèmes de financement, d'autres en parleraient mieux que moi, mais ce que je comprends des systèmes de financement actuels par les institutions qui fonctionnent avec des agriculteurs pour des bénéficiaires, pour des personnes qui sont en quête d'autre chose à la ferme, eh bien, il y a toute une série de pratiques qui ont en fait des effets contre-incitatifs, qui ont des effets pervers. La logique journalière va, la plupart du temps, va entraver, va poser problème à l'agriculteur qui aurait besoin de procéder à des investissements sur le plus long terme, sur une durée de 1, 2, 5, 10 ans. Évidemment, si on doit investir pour accueillir une population particulière, on ne peut pas se contenter d'une logique journalière d'accueil de personnes. Je continue ma liste parce qu'évidemment, je n'ai aucune prétention à l'exhaustivité, et puis c'est plutôt pour ouvrir le débat de la journée, sur évidemment la politique agricole qui est menée à l'échelle fédérale, donc ces fameux paiements directs qui rémunèrent des prestations que l'agriculteur effectue dans l'intérêt commun. Et si on reprend ce fameux article 1 de la loi sur l'agriculture, eh bien on peut grosso modo dire que les paiements directs suivent les buts qui sont énoncés ici. Or, si on élargit les buts et si on se donne des ambitions plus grandes en matière de green care et d'agriculture sociale, et bien forcément, on va aussi l'appliquer à la politique agricole avec, pourquoi pas, une évolution spectaculaire des paiements directs dans le domaine de l'agriculture sociale pour rémunérer des prestations qui, oui, sont bel et bien d'intérêt général, tout autant que la protection de la biodiversité, la protection des animaux ou d'autres prestations d'intérêt général. On oublie souvent en Suisse, malgré notre tradition très fédéraliste, on oublie souvent en Suisse que les cantons ont aussi en leurs mains toute une série d'instruments de politique agricole, de soutien ciblé, de mesures individuelles. On aura plus tard dans la journée des intervenants qui parleront de ces instruments cantonaux. Et puis enfin, autre idée de cadeau au Père Noël sur la réglementation des lieux d'accueil. Qu'est-ce qu'on attend concrètement des lieux d'accueil? Il y a cette fameuse exigence de qualité, on a compris à quel point c'était un enjeu central, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne peut pas réfléchir de la même manière quand on est dans une institution sociale que quand on est dans un domaine agricole. La logique du terrain n'est pas la même, la logique de l'institution sociale en termes sécuritaires, en termes d'accessibilité, n'est forcément pas identique à la logique qui doit prévaloir sur un domaine agricole. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'accueil sur les domaines au rabais, avec des risques inconsidérés, mais ça veut dire qu'il faut faire l'effort intellectuel de penser à ces réglementations différemment. Comme toujours, une liste au Père Noël s'arrête à un certain moment parce qu'on sait que le Père Noël ne va jamais tout nous donner en même temps. Donc je me suis arrêté ici, mais il y aurait évidemment toute une série d'autres idées. La question de la formation, la place de l'agriculture sociale dans les filières de formation agricole et sociale, un enjeu évidemment fondamental. D'autres enjeux dont on parlera au fil de la journée. Je m'arrête ici avec évidemment un petit espace pour les questions si vous le souhaitez. Sinon, place à la suite de la journée et aux discussions qui s'annoncent passionnantes. Je me réjouis. Merci infiniment, Raphaël. On est très fiers de voir que les parlementaires de milice en Suisse, ce n'est pas des professionnels. Raphaël est aussi avocat et on est très heureux d'avoir cette voix-là pour faire avancer notre cause. Je crois que l'exposé était très complet.